Coup d'œil donc sur les bons gestes à suivre et à respecter pour faire vivre nos batteries le plus longtemps possible. Et justement, on va poursuivre un petit peu sur la réflexion au cours de notre après-midi, notamment sur l'usage de ces batteries, sur une dimension de mobilité touristique, puisque maintenant nous allons ouvrir une séquence qui va s'intéresser justement à l'approche et à la prise en compte du vélo à assistance électrique dans le développement du tourisme à vélo. Le vecteur a été évoqué ce matin en comparaison d'autres approches, mais là vraiment on cible un petit peu plus sur ce que nos touristes à vélo peuvent attendre et comment on cultive l'économie du tourisme lorsqu'elle se pratique à vélo. Pour en parler, je vais appeler à mes côtés Émilie Coquelut, qui doit être parmi nous et qui va venir me rejoindre. Elle est chargée du développement touristique en Isère. Nous aurons Agathe Dobidon également qui prenait la parole tout à l'heure ce matin et qui nous rejoint à nouveau, responsable du pôle itinéraire et tourisme auprès de Vélo et Territoire. Nous aurons avec nous également Lionel Terrail, il est directeur associé de la route des Grandes Alpes. J'invite également Guillaume Henrich pour parler justement de la fabrication des batteries, puisqu'il s'en occupe auprès de l'enseigne Bosch. Et puis avec nous également David Renvoisier, qui est responsable commercial et de la production chez Abicyclette Voyage. Merci messieurs, merci à tous. Je vais me pousser, venez à côté de moi. Il y a de la place pour tout le monde, normalement, c'était prévu comme ça. Bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, comme ce matin, je vous propose que nous prenions le temps de nous présenter les uns aux autres et découvrir un petit peu comment, dans vos fonctions respectives, vous êtes justement impliqués dans la dimension de la mobilité électrique lorsqu'elle se pratique à vélo et comment vous développez des approches stratégiques, notamment dans la démarche du tourisme. Et puisque nous sommes en Isère, on va commencer en Isère avec vous, Émilie, pour aborder ensemble justement comment la mobilité électrique aujourd'hui se cultive dans la dimension, dans la dimension donc, de promotion et de valorisation du territoire. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Coquelut, chargée de développement touristique à Isère Attractivité. Et je m'occupe notamment du pilotage de l'ensemble des projets en lien avec le vélo assistance électrique. Donc, juste un bref rappel d'Isère Attractivité. Qu'est-ce que la structure ? Donc, c'est l'agence départementale de développement et de promotion du tourisme sur le département, donc, qui a vocation également à déployer la marque Alp'Isère et à travailler sur le domaine de l'attractivité à la fois auprès des touristes et des habitants. Voilà. Donc, pour commencer, je voulais juste aborder quelques chiffres clés du vélo en Isère pour rappeler effectivement que dans notre département, on a un dynamisme de différents acteurs pour le développement de cette pratique ainsi que de la pratique VAE. Donc, je ne vais pas détailler tous les chiffres qui sont sur la slide. L'essentiel, c'est justement de se rappeler qu'on a différentes collectivités à différents échelons qui sont largement engagées dans des politiques d'aménagement d'infrastructures. Donc, comme l'a présenté Christophe Suzilo ce matin, donc le département a un budget assez conséquent pour l'aménagement des itinéraires sur ces routes départementales. On a à peu près 2,5 millions d'euros qui sont consacrés chaque année pour ce type d'aménagement. C'est un budget qui est un peu plus important que la moyenne des autres départements, puisqu'en général, on est autour de 1 million à 1,5 million. Voilà. Donc, par rapport à ce budget-là, bien évidemment, il y a plus de 500 km d'itinéraires qui sont aménagés au niveau des espaces sous la compétence du département et également un réseau de plus de 400 km de voies vertes. Mais ces voies vertes sont également aménagées aussi par les différentes collectivités, donc les EPCI iséroises, qui pour la plupart ont déjà bien appréhendé la question du vélo et des mobilités douces, puisque une majorité d'entre elles ont déjà mis en œuvre ou sont en train de réfléchir à des schémas d'aménagement, soit vélo, soit mobilité, alliant à la fois les mobilités du quotidien et le vélo. Voilà par rapport à ce panorama, on va dire un petit peu institutionnel sur la question de l'aménagement. Ce qu'il faut retenir aussi par rapport à l'Isère, c'est qu'on a un territoire où
de multiples acteurs sont engagés dans des procédures de qualification de l'accueil à destination à la fois des cyclotouristes, mais également des excursionnistes et puis aussi des sportifs. On a notamment un réseau accueil vélo qui est en cours de déploiement, puisqu'on a 9 territoires référents qualité sur ce sujet-là. Donc les territoires référents sont des territoires qui disposent d'un office de tourisme, puisqu'on compte à peu près plus d'une centaine de structures labellisées accueil vélo. En parallèle, on a également le territoire de l'Oisans qui a une démarche similaire qui s'appelle l'accueil cyclo-Oisans et qui notamment cible aussi l'ensemble des socioprofessionnels qui disposent de services pour accueillir le VAE. Donc c'est le label e-bike service. Et en parallèle, on a également différentes, on va dire, différents processus de labellisation de villes qui sont investis dans le développement du vélo via la labellisation Ville du Tour de France. Et plusieurs territoires sont également engagés dans l'accueil des sportifs pour les Jeux Olympiques. Donc une démarche assez riche d'accueil, qui est complétée aussi par un réseau dense et assez dynamique d'entreprises. Avec la CCI Grenoble, on a pu réaliser un état des lieux des entreprises qui ont une activité autour du vélo. On en compte à peu près plus de 150 sur le sud Isère. On a également un réseau important de moniteurs d'écoles MCF et plus d'une cinquantaine de structures qui proposent de la location soit de vélo à assistance électrique, avec pour une majorité d'entre elles une localisation plutôt sur des territoires de montagne. Voilà par rapport aux acteurs, on va dire, qui proposent des services. En parallèle, on a aussi tout le réseau dont on a parlé ce matin, des fabricants, des commerçants, un réseau assez dense avec des détaillants spécialisés qui sont en progression sur notre territoire, une production aussi artisanale qui est en train d'émerger, et puis des groupes industriels mondiaux et surtout aussi tout un vivier d'entreprises innovantes sur des questions de motorisation, de cyclologistique qui peuvent être aussi utilisés dans la gestion d'hébergements touristiques comme des campings, et puis différents domaines aussi au niveau des batteries, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les vélos. Voilà ce qu'il en est du panorama plutôt industriel et commerçant. Et pour terminer, je dirais aussi qu'en Isère, on a également plusieurs structures de formation au métier du cycle, notamment le CNPC, qui intervient largement sur notre territoire. Voilà. L'idée, c'était vraiment de vous rappeler brièvement le panorama et pourquoi l'Isère est un territoire favorable pour le développement de cette pratique du VAE. Par rapport à Isère Attractivité, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, je serai assez rapide. Donc, comme vous l'a présenté Christophe Suzilo ce matin, la volonté du département depuis 2015 de devenir un territoire leader sur la pratique du tourisme à vélo et notamment du VAE. Alors, nous, on entend tourisme à vélo, le tourisme à la fois en itinérance, où le pratiquant change d'hébergement pour chaque nuitée. On entend également l'activité vélo en tant que telle qui se pratique dans le cadre d'un séjour, comme toute autre activité. Mais aussi, on entend également la pratique en termes de moyens de déplacement sur le lieu de séjour du touriste, ou également le touriste qui cherche à accéder au dernier kilomètre en termes de mobilité entre son point d'arrivée en transport en commun et son hébergement ou son site touristique. Voilà les différents volets qu'on traite à Isère Activité sur ce sujet. Donc, plusieurs actions ont été menées, je passerai rapidement, donc on en a parlé ce matin, l'échappée électrique, qui était plutôt une action pour faire découvrir la pratique du vélo à assistance électrique au plus large public, aussi bien habitants que touristes, donc qui a eu lieu pendant 3 années durant plutôt la période estivale. Ensuite, on a travaillé sur la structuration d'un schéma de développement
de la pratique touristique du VAE pour pouvoir avoir une feuille de route. Donc cette feuille de route, elle a été élaborée en partenariat avec l'ensemble des acteurs touristiques et de la filière VAE pour pouvoir déboucher à une vingtaine d'actions à mettre en œuvre à partir de 2019. Donc actuellement, c'est vraiment ce plan d'action qui guide les actions et le plan de déploiement sur le sujet Isère Attractivité. Et ce qui est important de noter, c'est qu'à partir de 2020, on a pu avoir un nouvel élan par rapport à ce travail-là, notamment via l'intégration du VAE dans d'autres stratégies. Dans la stratégie concernant le développement de mobilité touristique alternative à la voiture, puisque au sein d'Isère Attractivité, on a réalisé une étude spécifique sur ce sujet-là, qui concerne le VAE, mais qui est plus large aussi au niveau des transports en commun et puis également du réseau SNCF. Et en parallèle, en 2020, il y a également eu une stratégie de développement de la pratique cyclable du VAE qui a été mise en place par le département et qui était aussi plus large dans le sens où elle prenait en compte le VAE, par exemple, dans ses pratiques sportives, dans la pratique du quotidien ou dans la pratique de déplacement inter-entreprise. Voilà par rapport au contexte à peu près dans lequel on se situe, donc plutôt un contexte favorable au sein d'Isère Attractivité pour travailler sur le sujet. Concrètement, en termes d'action, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, depuis 2019, on a travaillé sur le développement et la valorisation d'une offre de 18 itinéraires phares pour une pratique VAE loisirs et VTTAE découverte. Donc, c'est une pratique à destination d'un public, on va dire, soit de novices, mais on peut dire aussi de débutants ou familial. L'idée, c'était de leur proposer une offre vitrine qui permettait de valoriser les principaux sites touristiques isérois et de les valoriser et de les rendre accessibles grâce à des itinéraires sécurisés et surtout adaptés à leurs attentes. Pour justement connaître ces attentes-là, on a pu s'entourer de différents partenaires, les MCF, MBF, les différentes fédérations cyclotourisme et cyclisme qui nous ont bien aidés à justement sélectionner des parcours adaptés à la pratique. En parallèle, on a également travaillé sur l'accompagnement au déploiement de services de location VAE, puisque sur certains territoires isérois, on s'est rendu compte qu'on avait un réel manque et une demande forte des clientèles. Pour cela, on a mis en place 2 actions. On a travaillé avec notre partenaire, le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, pour construire une offre financière de location saisonnière adaptée aux besoins des acteurs du tourisme, notamment adaptés aux besoins et à la problématique du coût d'achat et des circonstances d'entretien. Donc cette offre est commercialisée depuis le mois de mai 2021 et elle répond vraiment à un besoin aussi de certaines structures ou de nouveaux loueurs qui veulent s'implanter sur notre territoire, mais qui veulent tenter d'expérimenter l'activité de location pour tester la rentabilité de son modèle économique. Ensuite, on a pu travailler directement auprès des hébergeurs pour les accompagner au déploiement d'une offre de location, donc là en lien avec les moniteurs cyclistes français. Donc l'objectif, c'était vraiment d'identifier avec les territoires les hébergeurs et les espaces où on avait peu d'offres en termes de location. L'idée, c'est vraiment de ne pas être en concurrence avec des loueurs qui sont déjà installés et qui proposent ce service. Donc pour cela, on a déterminé 6 territoires. Donc c'est principalement des territoires du sud de l'Isère et puis des territoires du nord, des territoires de plaine, où on a mené des ateliers pour expliquer aux hébergeurs qu'est-ce que le VAE, quelles sont les attentes de la clientèle, comment accompagner cette clientèle à la pratique, et puis surtout quels partenariats ils pouvaient mettre en place avec d'éventuels loueurs à proximité. Puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, les hébergeurs et les loueurs ne se connaissaient pas vraiment. Donc l'idée, c'était vraiment de faire matcher en fait, ces 2 mondes. Oui, ce n'est pas forcément de rendre des hôteliers dans un nouveau corps de métier qui serait celui de la location. Non, pas du tout. C'est vraiment de les sensibiliser à ce qu'est le VAE,
Qu'est-ce que ça implique si, par exemple, au cours d'un séjour, ils doivent accueillir une clientèle qui a besoin, soit qui a besoin de louer un VAE, soit qui dispose d'un VAE et qui a des besoins en termes de stationnement, par exemple. Soit c'est vraiment de les rapprocher avec des prestataires qui peuvent faire le lien. Ensuite, on a également mené un travail plus orienté sur les acteurs économiques dans le cadre d'un partenariat avec la CCI de Grenoble. Donc là, c'est plutôt la création d'un club d'experts pour essayer de voir quelles sont les problématiques de la filière, mettre en place des ateliers. Des différents ateliers ont eu lieu, VAE santé, VAE nouvelle mobilité, VAE et puis nouveaux services, pour essayer d'avoir un partage de connaissances et d'informations entre les différents acteurs. On a également mis en place des notes de veille. Et puis, d'un point de vue un peu plus marketing, on a travaillé sur l'intégration dans des expériences de court séjour du VAE auprès d'hébergeurs qui participent à la plateforme Évasion is Here. Donc, c'est une plateforme de court séjour à destination des clientèles urbaines, principalement lyonnaises. Et puis, pour terminer, on a continué l'opération de découverte du VAE, mais de manière moins importante, via la mise en place, dans le cadre d'événements Alpisère, de séances en partenariat notamment avec les MCF et les différents moniteurs du territoire. On a fait ça pour le festival Berlioz, pour la journée de repos du Tour de France. Et puis, on communique également sur le VAE chaque fois que cela est possible dans nos différents supports, le magazine Alpisère, les réseaux sociaux. Voilà, pour vraiment mettre en avant le potentiel et l'offre qui existe sur le territoire isérois. Alors, cette dynamique, elle est tournée vers le tourisme. C'est le tourisme d'itinérance lointain, ou alors c'est à la fois celui-ci, mais aussi le touriste qu'on est tous quelque part, pour peu qu'on décide d'aller visiter un périmètre distant de 50-60 km de notre lieu d'habitation, qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a à la fois de l'autochtone, il y a du local, ou alors est-ce que la visée de ces stratégies, c'est quand même vraiment d'attirer des couronnes assez lointaines vers l'Isère? Alors, la visée, elle est quand même vraiment sur du tourisme de proximité et du tourisme aussi au niveau des habitants, de faire découvrir, vu la multiplicité des richesses iséroises, les différentes spécificités du territoire, de faire qu'un habitant du Nord-Isère puisse découvrir la Chartreuse et vice-versa. Après, on a également une couronne un petit peu plus large, qu'on dirait tourisme régional, mais c'est vraiment une concentration assez locale en termes de mise en place de la stratégie. Et puis juste une précision sur la création de cette offre de location. C'est-à-dire que vous allez voir un socio-professionnel et vous allez lui mettre entre guillemets à disposition une sorte d'offre clé en main, j'allais dire, pour qu'il puisse tester cette dynamique de location sur son territoire. Alors, donc, ce n'est pas Isère Attractivité en tant que tel qui va voir le professionnel. En fait, nous, on a mis en relation plutôt des acteurs professionnels avec le Crédit Agricole pour que le Crédit Agricole puisse prendre en compte les besoins de ces acteurs. Et donc, le Crédit Agricole, via ses caisses locales, directement peut aller démarcher des socioprofessionnels, soit des hébergeurs, soit des porteurs de projets directement. Soit nous, au niveau d'Isère Attractivité, on a des contacts de personnes qui sont en création de structures et qui auraient besoin de cette offre. En fait, on fait plus. Nous, on s'occupe plus de la mise en contact, le Crédit Agricole, vraiment de la proposition financière, sachant que la proposition du Crédit Agricole, elle est basée aussi sur un prestataire privé, donc e-Bike Solutions, qui est basé notamment à Vienne, et qui propose vraiment une offre packagée. L'idée, c'était vraiment de rassurer les clients. Dans l'offre, on a une partie qui concerne la formation à la prise en main, une autre partie qui concerne vraiment l'entretien, le premier entretien sous 48 heures, mais aussi l'entretien de manière plus large si le vélo a un problème et doit être rapatrié. Très bien, merci pour ce coup d'œil, Émilie, sur la stratégie donc, ici en Isère. On y reviendra bien sûr dans
la suite de nos échanges. On va continuer un petit peu ce tour de table et cette présentation avec Agathe qui va nous parler une quinzaine de jours après ses assises nationales à elle, du vélo tenu en Ardèche, de cette dynamique justement déployée par Vélo et Territoires justement en faveur notamment du VAE touristique, ou sous l'angle en tout cas touristique. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, on était à la conférence nationale du tourisme à vélo il y a 2 semaines en Ardèche. Je salue le collègue ardéchois qui s'est notamment occupé de la préparation. Donc moi, j'essaye de répondre à la question, le VAE Sésame pour le tourisme à vélo, sachant que du coup, moi, mon sujet de travail, c'est le tourisme à vélo, et dont le VAE, mais pas seulement. Donc c'est justement ça qui est intéressant. Petit rappel d'abord sur Vélo et Territoire. Qui sommes-nous ? Vélo et Territoire, c'est un réseau de collectivités. Notre métier, c'est de coordonner le réseau national cyclable. On réunit aujourd'hui 139 adhérents France entière, donc des régions, des départements, des intercommunalités, une commune et un partenaire stratégique, Voies navigables de France, avec qui on travaille sur le développement du fluvestre, du tourisme fluvestre. Notre mission, développer l'usage du vélo dans tous les territoires. Et voilà, c'est notamment des sujets qu'on abordait ce matin sur la problématique du développement du vélo également dans les territoires peu denses. Et donc Vélo et Territoire est aussi l'interlocuteur au niveau européen pour le schéma européen des véloroutes, Eurovélo. On a un cap stratégique qui est assez clair, construire la France à vélo en 2030, qui contient plusieurs aspects, notamment le fait d'atteindre 12% de part modale à horizon 2030. C'est aussi l'objectif national. On se fait nôtre l'objectif porté par le gouvernement parce qu'il nous semble effectivement qu'il peut répondre aux ambitions fixées et aux enjeux aussi de la problématique du développement durable aussi au sens large. Plusieurs objectifs, dont faire de la France la première destination mondiale du tourisme à vélo. Voilà, c'est quelque chose qu'on rappelle aussi. La France aujourd'hui est la 2e destination mondiale après l'Allemagne. Donc on a encore aussi des marges de progression, que ce soit en termes de qualité de l'offre, mais aussi en termes de développement de la demande. Les deux sont liés. Alors, qu'est-ce que le tourisme à vélo aujourd'hui ? Vélo et Territoire publie chaque année les chiffres clés du tourisme à vélo. Donc, sur l'année 2020, on essaye d'agréger différentes données, sachant qu'on pourrait s'améliorer sur la connaissance précise de combien existe-t-il de touristes à vélo chaque année en France. On ne le sait pas précisément. Donc, on compose aussi avec les données qu'on a en notre possession. Ce qu'on fait, nous, à Vélo et Territoire, c'est qu'on observe les données de comptage, le nombre de passages sur les itinéraires, quels qu'ils soient, pas seulement, du coup, à vocation touristique. La plateforme nationale des fréquentations, elle regroupe aujourd'hui plus de 900 compteurs vélos répartis sur tout le territoire, et on remarque une augmentation de 11% de passages de vélos en 2020 par rapport à 2019 en France, confinement compris. Voilà, si on exclut les périodes de confinement, on est à plus 28% de fréquentation. On observe aussi que cette tendance, elle est tout territoire confondu, pas seulement dans les zones urbaines, même si elle est plus forte en zone urbaine. Elle touche également les territoires périurbains et ruraux. C'est important aussi à recontextualiser. Je rebondis sur la notion de compteur. Oui. C'est un appareillage, c'est un individu ? Oui, il y a des compteurs automatiques de vélos. Ça ne compte pas forcément que des vélos, ça peut aussi compter des piétons ou des cavaliers qui sont répartis sur des itinéraires cyclables, donc propriété des gestionnaires. Et nous, on propose aux gestionnaires de partager sur une plateforme nationale les données. Voilà, c'est tout un travail. Effectivement, on réalise du coup des rapports annuels depuis 2016. Depuis 2016, on observe une augmentation de 15% du nombre de passages au niveau national. C'est une moyenne nationale. Une autre donnée, c'est la fréquentation du site internet francevélotourisme.com. On est quelques-uns à être partenaires ici de France Vélo Tourisme, et donc je me fais leur porte-voix. On remarque du coup en 2020, une augmentation de 86% du nombre de visites par rapport à 2019, une croissance constante depuis la mise en ligne de la plateforme en 2012, soit 3,3 millions de visites sur ce site-là. Une augmentation aussi de l'offre, et c'est le nombre de kilomètres d'itinéraires cyclables, avec 1700 km d'itinéraires cyclables ouverts en 2020, donc une forte augmentation par rapport à l'année précédente. Et aussi les services, c'est ce que Émilie rappelait tout à l'heure, 6000 offres accueil vélo recensées début 2021, donc c'est des chiffres qu'on utilise et qu'on essaye d'observer chaque année. Un petit rappel aussi, mais ça a été dit tout à l'heure, mais juste pour repositionner, qu'est-ce que le tourisme à vélo ? Il y a plusieurs formes de tourisme à vélo, c'est important de le garder à l'esprit. Et là, je vous donne la proportion qui a été observée sur les véloroutes en France. Donc aujourd'hui, on observe sur les véloroutes, d'après des études qui ont été menées sur plusieurs véloroutes entre 2015 et 2018, que sur les itinéraires cyclables, on observe
d'ailleurs pas que des touristes, hein. Là c'est les touristes, mais il y a aussi des usagers locaux. Mais lorsqu'on se concentre sur les touristes, qui sont-ils ? Ils sont à 15% des itinérants à vélo, donc des personnes qui vont partir d'un point A et d'un point B et avoir plusieurs hébergements changeant chaque fois pendant leur pratique. Ils sont à 15% des sportifs, du coup, qui seront des touristes en séjour, qui sont sur la destination et qui feront plutôt des sorties à la journée probablement d'une distance plus importante que les autres et avec un matériel dédié. 5% d'entre eux sont des touristes utilitaire, puisque aussi quand on est touriste, on va alors avoir besoin d'aller faire ses courses ou d'aller à un site touristique. Donc on peut aussi avoir une pratique utilitaire à vélo en tant que touriste, et à 65% des utilisateurs de type loisir, donc des touristes à vélo qui sont en situation de loisir pour une sortie à la journée, notamment de type familial. Donc il faut bien garder ça en tête aussi, on a une diversité de types de pratiques, et c'est l'ensemble de ces touristes-là qui ont une dépense moyenne de 68 € par jour et par personne, donc une dépense moyenne supérieure à celle d'un touriste classique, plutôt de l'ordre de 55 €. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup du tourisme à vélo, puisque c'est une forme de tourisme qui permet de générer des retombées sur les territoires. Le tourisme classique, c'est celui en voiture? Alors, pas seulement, du coup, Non. tout type de touriste. En fait, Oh, la vélo. moyenne, voilà, on dit en général qu'un touriste dépense en moyenne 55 € par jour, tout confondu, quelle que soit sa pratique. Et lorsqu'il est à vélo, il dépense plus, il a une dépense moyenne plus importante, notamment de par la part de l'hébergement marchand, qui est un peu plus importante à vélo, mais aussi parce qu'on est plus dépendant. Quand on est à vélo, on ne va pas avoir à manger avec soi forcément, donc on va aussi plus consommer le territoire. Effectivement. Et du coup, voilà, c'est bien beau de parler du tourisme à vélo en général, mais quelle est la part du VAE dans le tourisme à vélo ? Donc là encore, je m'appuie sur les données de l'étude qui a été mentionnée ce matin, Impact et potentiel de développement de l'usage du vélo en France. Je crois que c'est son titre exact, produit par l'ADEME, la DGE et la FFC l'année dernière. Donc voilà, à travers l'agrégation des différentes études menées sur les véloroutes entre 2015 et 2019, on remarque que 11% des touristes observés utilisent un vélo à assistance électrique. Donc c'est une part qui est en forte croissance. Les études les plus récentes montrent une part plus importante. On est aussi en attente de la mise à jour de certaines études. Je pense notamment à la Loire à vélo, dont la dernière étude date de 2015, ou même la Via Rhôna, dont la dernière étude date de 2017, pour voir l'évolution de la pratique. Voilà, on sent qu'il y a une tendance, mais on a besoin de l'objectiver. 11%, c'est quand même pas négligeable. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer quel type de touristes utilisent davantage les vélos à assistance électrique. Aujourd'hui, on remarque que c'est surtout des touristes loisirs. Donc ceux qui vont faire une balade dans la journée ou des balades plusieurs jours, mais en tout cas qui ont une pratique loisir peu intensive, qui vont l'utiliser davantage que les itinérants ou les sportifs. Probablement aussi parce qu'on a on va peut-être avoir des exigences sur le vélo. Enfin, c'est à questionner, c'est à interroger. C'est à mettre en lien aussi avec la part de la location de VAE. Il me semble. 18% des touristes qui utilisent du coup un vélo à assistance électrique ont plus de 65 ans, contre 4% des 25-45 ans. C'est aussi intéressant à interroger, hein, c'est la part, du coup, le potentiel de développement du VAE en situation de tourisme pour les personnes plus âgées. Et ce qu'on note aussi, et je pense que c'est un point peut-être important, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais quand on est touriste à vélo, on va utiliser un VAE pour avaler les kilomètres. C'est des choses qu'on entend parfois. En fait, les chiffres sur la Loire à vélo ne confirment pas ça. On remarque que la distance moyenne parcourue par un touriste à vélo en VAE est plutôt équivalente à la moyenne des kilomètres parcourus par tous les touristes à vélo. Donc c'est pas forcément pour faire plus de kilomètres, mais peut-être aussi pour lisser le niveau de groupe. Moi, il me semble que c'est beaucoup ça. Dans une famille, on va pouvoir aller tous à vélo, parce que certains seront en VAE et d'autres seront en vélo mécanique, et parce qu'on peut lisser les niveaux de pratique et donc parcourir 40 km par jour sans souci. À noter que, notamment pour les pratiques itinérantes, en moyenne, on parcourt plutôt 65 km par jour. C'est la tendance. Alors, je voulais revenir sur certains équipements et sur le besoin du coup des bornes de recharge à VAE le long des itinéraires cyclables, parce que c'est un sujet sur lequel on est souvent interrogé, nous, à Vélo et Territoire. Donc c'est un équipement qui est utile, c'est important de le rappeler, mais qui ne nous semble pas prioritaire pour la satisfaction des touristes. Je vous rappelle l'objectif, première destination mondiale du tourisme à vélo, et être au rendez-vous de la qualité des itinéraires cyclables. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'autonomie des batteries, elle est suffisante pour une journée de vélo, 65 km par jour. On peut très facilement faire une journée complète de vélo à assistance électrique sans avoir de problématique de charge, pour peu qu'on n'ait pas de problème mécanique, on s'entend bien entendu. Deuxièmement,
ça peut être intéressant aussi de valoriser davantage la possibilité de recharge dans un lieu d'hébergement et un lieu de restauration, puisque ça permet encore de valoriser davantage les services qui sont déployés sur les territoires. D'autres équipements sont essentiels, et nous, on y est très vigilants à Vélo et Territoire, c'est effectivement le stationnement sécurisé, et notamment les consignes sécurisées pour visiter un site de visite. Si on est sur les châteaux de la Loire et qu'on veut visiter Chambord, on laisse où son vélo avec ses sacoches, notamment si on est itinérant en attendant. Des sanitaires, tous les 20 à 30 km, c'est des besoins de base, mais c'est important de le rappeler. Des points d'eau, notamment parce qu'on vit aussi en été de plus en plus d'épisodes de canicule. Quand on ne sait pas où remplir sa gourde, ça peut être vraiment pénible. Et des tables de pique-nique. Et pour conclure, du coup, on a à Vélo et Territoire publié récemment, et notamment en septembre, là, on a un agenda de publication d'études qui est assez riche. Donc je vous invite à consulter le site internet de Vélo et Territoire pour prendre connaissance, d'une part, de la revue Développer le tourisme à vélo dans les territoires, publiée pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Et je remercie Myriam Bossard qui est dans la salle et qui a grandement contribué à la production de cette étude. Donc c'est l'ensemble des conseils et des données de base pour développer le tourisme à vélo à chaque échelle, et notamment à l'échelle locale. Donc vous y trouverez une mine d'informations. Et je rappelle l'étude mentionnée ce matin, intermodalité vélo et transport terrestre, sur les questions d'intermodalité. Merci Agathon, on reviendra sur plusieurs axes qu'on évoquait là, mais on va faire justement la passerelle, puisqu'on vient de le voir avec les bornes de recharge avec Guillaume, sur la dimension de l'opérateur historique. On a entendu déjà parler ce matin, heureusement qu'il y a eu un opérateur historique qui s'est engagé dans la réalisation et dans l'alimentation électrique justement de ces vélos, parce qu'il faut bien qu'il y ait une alimentation. Peut-être un petit rappel quand même, Bosch et le monde de l'électrique, comment cela se... Ah, ou Lionel, alors dans ce cas-là, d'accord, très bien. Alors je reprends la zapette, tant pis. On fait Lionel, alors, d'accord. C'est un peu comme à la télé, vous savez. Alors je confie à Lionel du coup la zapette, et puis on reparlera quand même de la dynamique de la charge tout à l'heure. Alors Lionel, là on est sur, pour le coup aussi, une démarche d'animation territoriale, d'animation du territoire, justement pour la découverte des territoires, notamment à l'aide du vélo et du vélo électrique, à assistance électrique, plus encore. Oui, et particulièrement en montagne. Alors ça fait le pont entre les deux tables rondes du jour consacrées à la pratique finalement. Alors, juste en introduction, je vais juste remercier Emmanuel Graveau d'avoir repris le flambeau sur ces assises du vélo électrique, après les premières éditions que j'avais eu le plaisir d'organiser avec l'équipe de la GTA en 2015 notamment. Et donc là, maintenant, le flambeau a été largement bien repris, et je te remercie. Je m'excuserai juste simplement, et je tiens à le faire auprès de tout le monde, que je partirai légèrement avant la fin de cette table ronde. Donc ne vous inquiétez pas si je pars un tout petit peu avant la fin. À cause de la mobilité douce, à cause de l'intermodalité, pour le coup. Donc oui, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement une démarche qui est dans la continuité de ce que j'évoquais précédemment avec les assises du vélo électrique et tout ce que pouvait faire la GTA. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une double casquette de consultant et de dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Grande Itinérance, qui a pour objet l'étude et la conception de parcours de tourisme en itinérance, et en insistant sur le volet marketing. Donc, on s'appuie pour cela sur un réseau de partenaires avec 3 piliers dans notre modèle économique, que sont les prestataires d'activité, les territoires et des partenaires grosses entreprises, dont Bosch. Guillaume pourra en reparler tout à l'heure. Et notre objectif, c'est vraiment de faciliter la fréquentation des grandes itinérances en créant des supports d'information qui soient adaptés à ce type de parcours et en développant des modes de pratique et de déplacement doux. Donc évidemment, le vélo et le vélo à assistance électrique sont au cœur de nos préoccupations. Notre ambition, au-delà
de faire du business, sans exagérer bien entendu, c'est d'être utile au territoire et utile au développement du vélo, avec des enjeux aussi importants, et on l'a vu tout au long de la journée, autour de l'environnement, du développement d'alternatives à la mobilité carbonée, et puis d'être utile aussi sur des questions de plus de sécurité dans la pratique notamment, et j'y reviendrai après sur la route des Grandes Alpes. Donc trois projets en cours qui rejoignent. Donc on a parlé, et j'insisterai plus particulièrement sur la route des Grandes Alpes, qui est notre projet phare de l'année. On anime également un réseau de partenaires en Provence autour de la lavande, que l'on va également décliner autour du slow tourisme. Et puis un troisième itinéraire qui sera dans le catalogue l'année prochaine, qui s'appelle les Petites Routes du Soleil, qui est un itinéraire alternatif à la traversée des Alpes par les Préalpes. Un scoop alors. Un scoop. Oui, un petit scoop. Donc, vous donnez quelques indications sur la route des Grandes Alpes et ce qu'on a eu le loisir d'observer depuis de nombreuses années en fait, avec l'émergence du vélo assistance électrique et notamment dans les territoires de montagne. Comment se construit une itinérance en montagne? D'abord, si on parle des motivations des itinérants, d'abord c'est la destination. Ce qui prime, c'est la destination. Donc, c'est aller dans les Alpes, c'est faire les grands cols, c'est un côté aussi I did it. Et donc, le vélo électrique rend accessible aujourd'hui, je répète un petit peu ce qui a été dit ce matin, mais rend accessible des territoires qui, jusque-là, étaient réservés à une certaine caste de cyclistes. Qui se retrouvent souvent autour de bières avec des jambes rasées. Donc on sort de ce cadre-là et on veut vraiment proposer des parcours qui soient le plus accessibles possible. Et puis il y a les freins, et là je rejoins ce que disait Agathe tout à l'heure. Le frein, un des freins majeurs, ça reste la recharge. Même s'il y a des vélos de plus en plus performants, en montagne, la crainte de tomber en panne de batterie, c'est le sujet numéro 1 des discussions avant de partir en voyage. L'autre frein, c'est évidemment l'accessibilité. On en a parlé aussi ce matin. Et donc, nous, comment on répond à ça autour de l'itinéraire route des Grandes Alpes? La première chose, c'est l'installation de bornes ou de points de recharge. Et là, c'est dans le cadre notamment du partenariat qu'on a avec la société Bosch. Donc là, c'est à la fois avec un réseau de partenaires. On a développé un partenariat avec la coopérative de magasins Sherpa, qui a un certain nombre de supermarchés en montagne, qui a équipé ces magasins de bornes de recharge de vélos électriques. Alors, ça a un volet, évidemment, utilitaire pour tous leurs clients qui viennent faire leurs courses l'été ou l'hiver en montagne, mais ça a aussi et surtout un volet touristique intéressant, puisque c'est des relais de recharge le long de parcours en itinérance. On a aussi la volonté d'inciter évidemment tous les socioprofessionnels le long du parcours à proposer la recharge, alors sans en faire un critère évidemment obligatoire, puisque je vous avouerai que nous avons réduit quand même le cahier des charges à sa plus simple expression, mais néanmoins avoir cette incitation, et là aussi des partenariats comme on peut avoir avec Bosch y contribuent. Et puis, aller aussi, bien sûr, sur du conseil en amont du séjour pour informer sur ces différents points de recharge et puis avoir un déroulé du voyage le plus fluide possible pour les candidats à cet itinéraire en vélo assistance électrique. Et puis le deuxième axe sur lequel on va s'attacher maintenant, c'est sur les parcours. C'est-à-dire que l'idée, ce sera de proposer de plus en plus la possibilité de faire des boucles. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, le vélo assistance électrique permet de toucher de nouvelles clientèles, des clientèles qui n'ont pas forcément tous les codes de l'itinérance. Et le but, c'est de leur faciliter déjà toute la partie logistique. Donc,
en ayant un point de départ et un point d'arrivée qui soit le même, en facilitant les courts-séjours et en ayant un maximum de services sur des parcours qui seront définis. Et puis aussi de travailler en relation après sur l'intermodalité avec évidemment des points de départ le plus proche possible des nœuds intermodaux. Et enfin, et ça a été aussi soulevé ce matin, donc j'ai l'impression de faire une synthèse finalement, c'est d'informer et de communiquer sur l'accessibilité du vélo électrique en montagne. Je pense que là-dessus, on a un travail qui dépasse largement le cadre de notre projet, de notre entreprise, qui est vraiment collectif, pour à la fois informer sur tous les services qui peuvent être mis en place autour du vélo, de la pratique du vélo en montagne et des itinéraires. Et puis, avoir une communication qui soit la plus horizontale possible avec des pratiquants qui viennent aussi témoigner de leurs expériences. On a mis en place sur notre site internet, je ne vous l'ai pas mis, mais il est là. On a mis en place tout récemment, d'ailleurs, elle n'est pas encore sur Screenshot, une rubrique « Ils l'ont fait » où on fait témoigner des itinérants. Parmi eux, certains ont fait un voyage à vélo dans les Alpes à vélo électrique et d'abord en ressortent évidemment ravis, mais aussi peuvent donner des conseils et éviter cette communication aussi qui est parfois un petit peu impérieuse ou un peu trop descendante de la part des institutionnels et avoir quelque chose de beaucoup plus participatif à travers des outils comme celui-là ou comme les réseaux sociaux et partager peut-être aussi un wording qui soit le plus... Ça, on en parlait aux premières assises aussi. Partager un wording qui soit le plus large possible auprès des futurs utilisateurs. Voilà, je rends la parole et reste à votre disposition, oui, bien entendu. On va revenir sur plusieurs axes, en effet. Alors, j'avais un peu enclenché le braquet tout à l'heure. Vous avez remarqué, j'avais passé une vitesse un peu supérieure. Donc, je vais reprendre le rythme de mon itinérance à moi aussi, avec un petit coup d'œil sur la maison Bosch, citée, précitée, connue, pour quand même rappeler un petit peu les fondamentaux et les valeurs qui président dans l'entreprise. Et puis on reviendra aussi après, Guillaume, après notre petit tour de table sur justement les enjeux dont on a entendu parler déjà précédemment sur les résistances, les points de recharge, etc., etc. Mais je vous laisse déjà nous parler un petit peu de Bosch. Il y a beaucoup de sujets, mais on va déjà présenter l'entreprise parce que, déjà bonjour à tous, tout le monde ou presque connaît Bosch. Il y a plus de 98% des actifs en France qui connaissent la société, mais tout le monde ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'il y a derrière Bosch, qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une grosse société capitaliste cotée en bourse ? Ou complètement l'inverse, c'est plutôt l'inverse. Bosch, c'est détenu par une fondation qui est déclarée d'utilité publique et qui détient du coup l'ensemble des divisions. Donc c'est vraiment une grande société. Et aujourd'hui, on est à Grenoble. Grenoble, c'est 150 000 habitants. L'agglomération, c'est 400 000 habitants. À Bosch, c'est à peu près pareil. C'est 400 000 collaborateurs. Donc c'est, pour vous donner une idée, prenez l'agglomération de Grenoble, toutes les personnes qui habitent à Grenoble et aux environs. La société Bosch, c'est aussi grand que ça, donc ça fait beaucoup de monde. Et voilà, vous pouvez regarder le nombre de sites de recherche. On est à 129 sites de recherche dans le monde. On est à 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. Un chiffre d'affaires qui est au-delà de 70 milliards d'euros de chiffre. Donc voilà, Bosch, c'est une méga société comme on le dit. Et dans cette société, il y a plein d'univers, il y a plein de micro-sociétés, il y a plein de différentes unités et secteurs d'activité. Donc il y a 4 grands secteurs d'activité. Je vous laisse lire les différents secteurs d'activité, tout ce qu'on fait. Vous connaissez sûrement l'électroménager, vous connaissez peut-être, si vous faites votre jardin ou si vous avez une voiture, 99% des voitures en France ont au moins un composant Bosch à l'intérieur. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Et il y a un peu plus de 10 ans, pourquoi pas se lancer dans la motorisation, l'électrification des vélos à assistance électrique ? Pourquoi le faire ? Parce que voilà, la vision de Bosch était aussi, c'est des technologies pour la vie, c'est le slogan de la marque, c'est la vision de comment va être la ville dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On voyait qu'il y avait les premiers vélos à assistance électrique qui arrivaient, il y avait des problèmes de performance, de fiabilité, il y avait différents enjeux. Bosch savait vraiment très bien faire des systèmes de motorisation pour d'autres usages. Et dans notre secteur d'activité solutions pour la mobilité, il manquait quelque chose pour le vélo. Et de là est venue l'idée de faire
des systèmes de motorisation pour les vélos. Et au départ, on a assez simplement repris ce qui existait. On est parti de reprendre des moteurs de direction assistée de l'automobile, les coupler avec des batteries qu'on avait pour les perceuses. Ils ont repris tout le savoir-faire. Pour les batteries, on achète les parties cellules parce que ça, il y a très peu de sociétés dans le monde qui sont capables d'en faire de très bonne qualité. Par contre, vraiment, l'expertise de la société va être sur la partie BMS, la partie logicielle, qui va gérer le dialogue entre tout. Et parti de là, allez, c'était parti. On lance les premiers vélos et on a des sociétés qui sont lancées en même temps que nous. La belle histoire est toujours avec Moustache. Grégory peut en parler peut-être après. Moustache qui se crée à ce moment-là et qui est venu toquer à la porte de Bosch, qui était énorme et qui a dit voilà, on a ce projet et tout. Et chez Bosch, ils ont dit waouh, super projet, superbe vision du produit. Allez, banco, on travaille ensemble. Et puis l'histoire de Moustache et de Bosch, depuis là, dans l'univers du vélo assistance électrique, on la connaît. Comme on l'a vu plus tôt aujourd'hui avec Yuba, on a des personnes de chez Axel aussi aujourd'hui. Voilà, beaucoup de sociétés. On travaille avec plus de 100 marques qui proposent des vélos assistance électrique aujourd'hui. Donc on est parti de très loin. À l'époque, les vélos étaient très lourds, l'assistance s'est améliorée et la finesse s'est améliorée, le portefeuille s'est développé. On avait une seule motorisation au début. Aujourd'hui, on a une multitude de motorisations qu'on retrouve aussi bien, on a parlé de gravel, de cargo. Pour chacun de ces usages, 25 km/h ou 45 km/h, on propose un système de motorisation, on propose différents types de compteurs avec GPS, sans GPS, connectés ou non. Et tout ça pour faire tout type d'usage. Le futur, c'est quoi ? On l'a présenté il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qui va arriver, qui se fera en transition avec ce que vous avez connu aujourd'hui et qui va arriver dans les prochaines années. On l'a appelé le Smart System ou le système intelligent pour la France. C'est un système qui va être capable de dialoguer avec aussi bien votre revendeur que la marque de vélo. Il va vraiment y avoir une discussion, un échange possible entre tout le monde. À l'avenir, il sera aussi d'autres échanges avec d'autres objets connectés. Et ça va être vraiment le futur qu'on va voir, comme vous pouvez le voir un peu des fois dans des vidéos un peu futuristes, mais c'est vraiment le potentiel de ce système qui va arriver progressivement dans les magasins et auprès des différentes marques à l'avenir. Donc voilà, on peut faire la transition directement peut-être sur le tourisme. Donc on a énormément de projets sur lesquels on travaille. Le tourisme, donc on l'a dit, Bosch peut proposer aussi bien des systèmes de navigation, de recherche de points d'intérêt, de navigation. On a mis en place un réseau de points de recharge, de bornes de recharge. Donc on a plus de 2000 points de recharge, essentiellement dans les zones montagneuses, comme l'a rappelé Lionel et comme l'a rappelé aussi Agathe. Aujourd'hui, l'autonomie sur un vélo assistance électrique. Donc on peut avoir jusqu'à 1250 Wh de batterie sur un vélo dual batterie. Avec un tel vélo, si vous faites la Loire à vélo, vous la faites d'une traite sans recharger. Donc on n'a pas les contraintes et les challenges qu'on a aujourd'hui dans l'automobile. Où aujourd'hui, si vous voulez faire un Paris-Nice d'une traite avec votre voiture, il va falloir absolument s'arrêter parce que sur vos 7 heures, 8 heures de trajet, vous n'allez pas avoir suffisamment d'autonomie. Avec un vélo sur 7 heures de trajet, aujourd'hui avec le dual batterie, c'est possible. Et de toute façon, comme on l'a vu dans les statistiques, les gens font rarement plus de 100 km sur une journée, ce qui est déjà largement suffisant. Donc on a une multitude de batteries, mais pour nous, dans la partie alpine, dans les Alpes, les gens ne sont pas toujours très sportifs, ils jouent un peu de la gâchette, ils roulent beaucoup en turbo. Et pour passer les cols, quand on veut passer un Galibier, un Télégraphe ou d'autres cols, des fois en 20 km, la batterie est vide. C'est pourquoi on a positionné, pour prendre l'exemple des Alpes, des points de recharge rapides au pied des grands cols, ce qui permet d'aller recharger, de s'alimenter à ce moment-là, avant de pouvoir passer ces grandes difficultés et de les faire un peu plus facilement pour ensuite dérouler dans les autres vallées. Donc voilà un peu des projets qu'on met en place. On propose bien sûr des produits. L'objectif est d'avoir un produit, on a parlé avant sur les batteries, des produits qui soient durables. Donc il y a des challenges qui ont été évoqués avant par la personne de Corépil. Les batteries, les cellules, tout le monde achète plus ou moins la même chose. Il y a différents niveaux de qualité bien sûr, mais il n'y a pas 40 sociétés qui en font dans le monde. Mais après, c'est aussi la durée de vie qu'on va donner au produit, parce que l'impact, lorsque vous achetez un vélo à assistance électrique, 75% de l'impact carbone, c'est juste la batterie. Donc pourquoi acheter des fois des vélos qui ont des batteries très importantes pour aller simplement au travail et faire 10 km. Donc c'est aussi un peu raisonner aussi bien les personnes lors de l'achat d'acheter quelque chose d'adapté, mais aussi pas forcément besoin d'acheter une deuxième batterie, si ce n'est juste pour faire une traversée des Alpes sur un été. Utiliser les réseaux de bornes de recharge qui sont à disposition, qui vont permettre d'améliorer aussi votre impact carbone
et aussi votre porte-monnaie pour peut-être mieux consommer local des produits régionaux plutôt que d'aller acheter des produits supplémentaires. Alors justement, on va continuer l'itinérance et on va s'arrêter au pied du col le temps d'aller boire une bière. J'ai bien retenu ce que disait Lionel avec les jambes rasées. Et on va évoquer avec David aussi justement cette dimension du VAE touristique qui un petit peu quand même sérieusement, alors révolutionner, je ne sais pas, mais en tout cas stimuler la pratique du cycle. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, quelques mots sur A-Bicyclette et quelques chiffres clés. L'agence de voyage à bicyclette est née, l'aventure a commencé il y a une dizaine d'années en Bretagne. Le fondateur est breton et donc l'agence est à côté de Rennes. On est donc spécialisé dans les séjours à vélo en liberté. Les séjours à vélo en liberté, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça comprend, donc c'est des séjours en autonomie avec une assistance. Voilà, et on fournit tous les services, bien entendu, de logistique derrière. Donc ce qui est compris, c'est l'hébergement. Les transferts de bagages, vous avez un accueil en début de séjour pour expliquer le fonctionnement du matériel et puis de l'organisation générale. Vous avez une assistance. En termes de navigation, vous avez un carnet de voyage avec les cartes et un GPS dans lequel est préenregistré tous vos itinéraires pour chacune de vos journées. Voilà, et donc ça, je dirais que c'est la base. Et après, à la demande, on peut ajouter des services complémentaires de repas, par exemple, ou de visite, ou voire de guidage, quand certains groupes veulent un guide sur le vélo, un véhicule suiveur pour organiser des pique-niques. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent se greffer par-dessus tous ces services. On est présent, donc on propose des séjours sur quasiment toutes les régions de France et quelques pays européens également. Voilà. On fait également, donc on a un parc de vélos qui nous est propre, qui est sur la Bretagne et qui sert à alimenter nos séjours, puisqu'on peut, sur les séjours en liberté, je ne l'ai pas dit, on peut ajouter en option une location de vélo, donc que ce soit vélo tout chemin ou vélo électrique, ou pour les familles, vélo enfant, remorque, etc. On a élargi au maximum nos équipements pour pouvoir répondre au maximum de clients et d'attentes. Donc nos vélos servent à alimenter donc la Bretagne, nos séjours en Bretagne, en Normandie et en Loire. Et également, on fait de la location sèche sur la Bretagne avec livraison et récupération sur différents points de dépôt sur la Bretagne et la Normandie. Voilà, donc on a un parc de environ 300 vélos et 50 VAE. On aurait pu cette année, pour répondre à la demande, avoir un peu plus, ça nous aurait bien servi, mais voilà, déjà ça a permis de bien fonctionner. La denrée est rare. La denrée est rare, tout à fait. Un stock d'une centaine de GPS. Et voilà, donc pour vous donner un chiffre sur l'évolution, donc à bicyclette, ça a pris, je dirais, 5 ans sur un développement timide, on va dire. Et puis là, depuis 5 ans, il y a une évolution constante chaque année. Dans le contexte Covid, donc 2019-2020, on a eu 300 départs. Et cette année, on a dépassé là depuis sur les derniers séjours du mois, on arrive à 500 départs. Donc ça a été une saison. Donc ça montre l'engouement du voyage à vélo. Et puis voilà, donc ça a été une saison très très sportive. Et c'est une redécouverte parce que le phénomène du contexte sanitaire a rendu appétant le désir d'aller ailleurs, ou c'est aussi parce que justement le VAE est venu en plus surajouter à cette capacité du déplacement facile en famille, même si on n'a pas forcément le niveau? Je pense que c'est les deux. Oui. Les deux ont participé à cet engouement. Dans le contexte Covid, les gens ont été enfermés pendant une longue période chez eux et il y avait cette volonté de ralentir et d'aller
vers l'extérieur, au calme, d'être sur cette notion de slow tourisme. Et puis aussi, pendant cette période Covid, il y a eu l'achat de VAE. Et nos clients, certains d'entre eux, ont voulu les utiliser à bon escient sur la période ensoleillée du printemps et de l'été. Et le VAE aujourd'hui, justement, dans l'offre que vous proposez, c'est en croissance? Oui, c'est en croissance. Donc là, pour vous donner quelques chiffres, déjà par région, la part de la location de VAE sur les séjours par destination. Donc on est sur les destinations les plus vallonnées. Je dirais, ça suit une certaine logique. On nous demande le plus souvent les VAE sur des destinations qui sont vallonnées. La Loire, là, sort du lot un petit peu la Loire. On remarque souvent que le Val-de-Loire est souvent la première, lorsqu'on se trouve face à des personnes qui commencent le voyage à vélo, c'est souvent leur premier choix de voyage à vélo. Et pour se rassurer, ils choisissent la location du VAE. Voilà. Et ensuite, on voit donc sur les chiffres de droite la part de nos locations VAE, donc sur la Bretagne, Normandie et Loire, sur les voyages et locations sèches. Et donc, on s'aperçoit que depuis 2019, on a une demande en progression sur la demande de location de VAE. On arrive à une location sur 4, c'est un vélo électrique. Est-ce que c'est un transfert des pratiquants musculaires ou mécaniques vers le VAE, ou est-ce que vous notez l'arrivée vraiment d'une clientèle nouvelle qui jusqu'alors n'aurait peut-être pas été sensibilisée, qui finalement se dit allez, ok, c'est du VAE, devrais y arriver, je ne suis pas très sportif mais j'y arrive? Oui, le VAE a été une ouverture sur une autre clientèle. Quelques années en arrière, on était essentiellement sur une clientèle, je dirais, active, donc des personnes qui pratiquaient la course à pied, la natation ou la marche. Et là, on a des personnes qui sont pas du tout, qui pratiquent très peu d'activités sportives et qui veulent faire un voyage à vélo qui sort un peu des habitudes et du tourisme, je dirais entre guillemets, classique. Donc on a des couples dont le mari fait du vélo ou inversement. Donc le VAE, comme on le disait tout à l'heure, a permis de niveler les niveaux, ou des groupes d'amis. Voilà. Donc ça a été, et les familles aussi, ça a permis d'accueillir de nombreuses familles depuis plusieurs années. Et est-ce que, comme le disait tout à l'heure Lionel, vous notez vous aussi la préoccupation de la charge? Est-ce que du coup vous avez dans vos propres offres, dans votre carnet d'offres, un peu modifié, arrangé la proposition pour faire en sorte de rassurer, dire vous pouvez le prendre le VAE, vous pourrez charger ici comme ceci, comme cela. Il y a pas une inquiétude, mais en tout cas il y a besoin de rassurer. Il y a besoin de rassurer surtout sur on remarque sur nos clients qui demandent une location de VAE le besoin de sécurité aussi dans la pratique. Donc ils demandent beaucoup d'aménagements cyclables, d'itinéraires sur aménagement cyclable essentiellement, et puis simplement de les rassurer sur la capacité et l'autonomie du vélo. C'est surtout sur ces points-là où ils ont besoin d'être rassurés. Alors, j'avais une question pour Guillaume sur justement cette stratégie de la réassurance, pas d'inquiétude. Est-ce qu'aujourd'hui, 2000 bornes, ça suffit, ou est-ce qu'il en faudrait 4000, 5000, en cacher une derrière chaque platane pour dire au moins comme ça, vous ne tomberez jamais en panne avec un VAE? Ou est-ce qu'à l'inverse, il faut peut-être éduquer et puis rassurer pour dire mais attendez, rassurez-vous, un vélo, si vraiment, selon le modèle que vous choisissez, vous faites 300 km d'une traite si vraiment vous le voulez? Aujourd'hui, l'éducation, je pense, c'est déjà très bien d'informer les gens, de ne pas trop comparer le modèle de l'automobile où il y a quand même peut-être un stress, même si dans l'automobile, on fait souvent des petits déplacements et c'est que quand on part en vacances, peut-être qu'il y a ce stress, mais quand on part en vacances, on a le temps, et si on fait une pause et on prend le temps, avec la période Covid, on a appris à prendre le temps et à faire du tourisme plus local plutôt que dès qu'on est en vacances, courir à l'aéroport et traverser la planète. Des fois,
à la porte d'à côté, le département d'à côté, il y a des super choses à découvrir et ça suffit. Et pareil à vélo, on le voit très bien dans les statistiques que Agathe a montrées, c'est 40 km. 40 km, même si vous partez avec 30% de batterie, vous allez les faire. Donc il y a aujourd'hui de l'éducation, informer les gens. On a un très bon outil sur notre site qui permet aux gens d'estimer combien de kilomètres ils vont pouvoir faire en fonction de leur vélo, de leur poids, du profil. Et on se rend compte très rarement que ça ne va pas suffire. Généralement, vous avez largement assez de batterie. Et aujourd'hui, on va proposer jusqu'à 1250 Wh de batterie pour ceux qui veulent faire vraiment du très longue distance. Et avec une batterie comme ça, ouais, vous allez avoir mal à plusieurs endroits avant de tomber en panne sèche. Alors, Agathe, au niveau, justement, on a vu là des statistiques, les distances, effectivement, qui sont généralement bien en deçà des capacités maximales de l'outil lui-même, hein, du vélo lui-même. Néanmoins, les aménagements sont nécessaires. Alors, en aménagement cyclable sécurisé, on en parlait déjà ce matin, mais aussi en aménagement bornes et installations, hein, comme on a vu sur les images. Est-ce que ça veut dire que la part de la collectivité, elle est fondamentale dans le choix, dans la stratégie pour spécifier l'itinéraire au VAE, ou est-ce que c'est juste un additif? Oui. Est-ce que celui-là Sinon, fonctionne ? normalement, il fonctionne tout seul. Alors oui, effectivement, la responsabilité des acteurs publics dans le développement de l'offre de tourisme à vélo, elle est très importante. Et du coup, je retrouve certains collègues aujourd'hui dans la salle qui travaillent sur ce sujet. Moi, je travaille pour des acteurs publics, donc forcément, je pense que la conscience de l'importance de la mobilisation, Émilie, tu l'as bien montré aussi avec la mobilisation de l'Isère, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on a des outils, et depuis de nombreuses années, qui nous permettent d'avancer. Donc, il y a un schéma national des véloroutes qui existe depuis une vingtaine d'années, qui va rentrer en phase d'actualisation récemment. C'est une actualisation qui est animée par Vélo et Territoire en partenariat avec l'État. Donc effectivement, oui, le rôle des acteurs publics pour, d'une part, investir dans des aménagements cyclables, également bien les définir, les prioriser. Voilà, on a des problématiques de continuité, de rupture de continuité parfois qui sont très problématiques, à la fois pour les déplacements utilitaires, à la fois pour le tourisme. Donc l'État a mis en place un fonds mobilité active pour aider justement à résorber ces ruptures. Je pense à une voie ferrée, une autoroute, tout simplement, mais du coup, ça peut vraiment bloquer une itinérance et être un frein. Les franchissements, forcément, de voies d'eau aussi sont très importants. Donc, à la fois des aménagements en site propre, mais aussi, pourquoi pas, des aménagements en site partagé quand on arrive à réduire et à apaiser la vitesse des véhicules motorisés. C'est important aussi de pouvoir partager l'espace. Donc, l'infrastructure elle-même, des problématiques de revêtement, je ne vais pas y revenir, mais bon, on en parle souvent, nous, de quel type de revêtement et comment garantir la durée dans le temps, l'entretien aussi, bien sûr, mais il ne faut pas oublier la signalisation. Pouvoir se repérer. La signalisation, aujourd'hui, c'est encore le mode principal de repérage des itinérants, enfin même des touristes à vélo dans une pratique. Donc l'importance d'avoir les panneaux en place, mais aussi qu'ils soient entretenus dans le temps. Et puis, bien sûr, les équipements et l'ensemble de la chaîne. Donc on travaille avec de nombreux partenaires à l'échelle nationale, à la fois sur le développement des itinéraires cyclables, mais aussi de leur promotion, la mise en avant. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en la matière, même si on mériterait toujours plus de dynamisme et de faire encore plus. Et dans cette offre-là, le VAE dispose-t-il d'un itinéraire spécifique? Doit-il disposer d'un itinéraire spécifique ou doit-il, à l'inverse, s'insérer dans le flux traditionnel du cyclisme avec, ci ou là, comme le disait Guillaume, une borne, et ça suffit pour celles et ceux qui en ont besoin. Les autres passeront à côté puisque eux, ils n'en ont pas forcément besoin. Pour revenir aux discussions qui avaient lieu ce matin, effectivement, un VAE reste un vélo. Donc, du coup, a priori, il n'a pas besoin d'infrastructures dédiées spécifiques. On n'a pas besoin de développer des itinéraires VAE spécifiquement. Par contre, comme le disait Émilie, mettre en avant une offre spécifique adaptée à l'utilisation du VAE, ça peut être pertinent parce qu'on ne fera pas forcément les mêmes choses avec un VAE ni dans le même temps. Après, la problématique, je pense qu'elle est différente au niveau national en général et dans les territoires de montagne. Enfin, Lionel, tu l'as bien dit, effectivement, les problématiques ne sont pas les mêmes et probablement qu'il faudrait adapter les choses. Et du coup, voilà, la problématique de la recharge aussi, les bornes de recharge, moi, je pense qu'elles sont aussi à étudier en fonction du territoire. Et je pense que aussi, Guillaume, c'était un des enjeux pour Bosch, le fait de pas... Voilà, faut vraiment réfléchir à l'emplacement de la borne. C'est pas simplement une borne, c'est où est-ce qu'elle est installée, est-ce qu'elle a une cohérence dans son lieu d'implantation, est-ce qu'elle est complétée par une offre, un accueil du public, une information qui soit disponible, parce que voilà, répartir et multiplier les bornes au milieu de nulle part, ça n'a vraiment aucun sens.
Juste pour rebondir là-dessus, pour donner un exemple, la stratégie qu'on a eue dans les Alpes est différente de ce qu'on a eu dans le massif vosgien. Dans les Alpes, on a implanté au pied des cols pour justement recharger avant de monter au sommet, alors que dans les Vosges, où le dénivelé qu'on va faire va être maximum de 800 mètres de dénivelé, ce qui est largement suffisant, les bornes ont été implantées au sommet parce que les gens vont monter au sommet et les restaurants sont essentiellement sur les sommets. Du coup, la stratégie est vraiment adaptée pour chaque territoire. Et chaque territoire a une stratégie différente. Et je suis souvent contacté par différentes agences de tourisme ou différents territoires. Ils me disent, mais comment je dois faire? Je dois les mettre en haut, en bas, à quel endroit? Ça dépend. On a Ecolode qui est là, par exemple, qui fait des bornes solaires qui n'ont pas besoin d'avoir d'implantation dans le sol et de réseau électrique. On voit que dans certains lieux de haute montagne ou quand on fait de l'itinérance, on est sur des très hautes altitudes. Il n'y a pas de prise de courant, il n'y a rien. Mais par contre, cette solution va permettre justement de pouvoir traverser ces territoires avec le vélo à assistance électrique. Et dans l'essentiel du temps, pour revenir aux infrastructures, on peut utiliser simplement les infrastructures qui existent pour le vélo, mais c'est vrai que sur la partie sportive, et on le voit à VTT, on peut créer des itinéraires qui sont nouveaux et que les gens vont pouvoir utiliser en montée et presque faire des pistes de descente à la montée parce que le moteur est là, l'assistance est là pour justement créer des nouveaux trail centers et zones d'amusement qu'on pourra utiliser avec ces assistances qui étaient complètement inutilisables ou pas imaginables sans assistance. C'est le cas, Lionel, par exemple, sur les circuits historiques comme la GTA, la route de la Vente, plutôt, tout à fait consommable, j'allais dire, avec un vélo mécanique traditionnel. L'arrivée du VAE, c'est l'ouverture de nouveaux itinéraires, je sais pas, une autre approche, une autre dimension de ces itinéraires historiques? C'est forcément une autre dimension, plus dans l'amélioration de l'accessibilité, donc avec un panel de clientèle plus important. Donc c'est plus dans la conception et du parcours et du service. Ça rejoint la recharge, mais ça rejoint aussi tout ce que Agathe a dit par rapport à des services très basiques. Effectivement, un cycliste reste un cycliste, il a des besoins naturels je crois que sur certains itinéraires, les premières choses qui sont déplorées, c'est le manque de toilettes et de lieux pour s'arrêter. Donc, qu'on soit un cycliste lambda ou un cycliste musculaire ou électrique, pardon, ce sera la même chose. Dans la conception, effectivement, on va plus chercher à avoir un maillage de services plus dense pour qu'il y ait une proximité avec le point de recharge qui soit la plus évidente possible. Mais sinon, ce sont des itinéraires qui restent les mêmes parce qu'ils ont aussi leur connotation et leur historique. Et parce que c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la route des Grandes Alpes, c'est d'abord, je l'ai fait. Donc, si on commence à dévoyer le parcours, à éviter ce col parce qu'il est peut-être un peu trop difficile, non, ça ne marche plus. La promesse, elle est Ou perdue. à l'inverse, on mettra plus compliqué parce qu'on a le VAE et que ça le rendra plus facile. On dévoie un peu la nature. On dévoie le produit. Et je voulais juste revenir sur une chose. C'est ce matin, il y a quelqu'un qui a parlé un peu d'opposition entre utilitaire et loisir. Moi, je pense au contraire que c'est l'inverse. Et je ne suis pas le seul, puisque dans l'étude à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, il y a une très nette corrélation entre l'utilisation utilitaire du vélo au sens large et la pratique de loisirs. C'est démontré par A plus B. Donc, tout ce qui pourra être fait avec la meilleure coordination entre tous les champs pour faciliter le parcours client, emmener son vélo en vacances, pouvoir prendre le train, comme on en parlait un petit peu à midi, du point A au point B, etc., ira dans le sens d'une mobilité à vélo qui soit la plus fluide possible. Donc, voilà, c'est un peu comme notre société actuelle. Limitons au maximum les oppositions, notamment dans le monde du vélo. On a tout ça à y gagner. Et en ce qui concerne par contre la préconisation aux socioprofessionnels, hébergement, restauration, hébergement, qui jalonnent comme ça ces parcours, lorsqu'ils accueillent aussi des cyclistes en VAE, est-ce qu'il faut systématiquement suréquiper ou des grands équipements coûteux, chers, ou est-ce que, j'allais dire, je la fais un peu simple, mais la simple prise dans le coin, ça suffira bien pour recharger 3-4 vélos? Les retours d'expérience montrent que le
le vélo, alors avec un vélo musculaire sur les grands parcours comme ça, hein, si on parle de cyclosportifs, les cyclosportifs, ils veulent presque avoir leur vélo dans leur chambre pour dormir avec, parce qu'ils sont comme ça. Là, Parce qu'il les cajole. Il les cajole la nuit aussi. Non, mais bon, c'est vrai que le vélo pour un cycliste, c'est quand même essentiel. Hein, c'est sa sécurité avant tout. Là, c'est des vélos qui sont plus lourds, plus difficiles à manipuler. On a les sacoches, on a tout un tas d'appareils. Donc, nous, les préconisations, c'est vraiment d'avoir un local sécurisé avec une prise pour pouvoir charger. Si possible, plusieurs prises. La borne, elle est plus là pour la recharge dans la journée. Le soir, on va vraiment chercher un endroit qui soit adapté à garer correctement, en sécurité, le vélo, pour ne pas se le faire voler, mais aussi pour ne pas l'abîmer et qu'il soit opérationnel le lendemain. Émilie, en ce qui concerne la stratégie que vous nous avez dépeinte tout à l'heure, est-ce que la ligne VAE vous permet ou vous incite à solliciter de nouvelles clientèles? Je pense là aux seniors, ou voire, pourquoi pas, à véhiculer une sorte d'image santé, parce que le vélo, c'est la santé, et le VAE, c'est encore plus la santé, puisque ça l'ouvre au plus grand nombre. Tout à fait. En fait, le VAE, en tout cas la promotion du VAE nous permet de mobiliser d'autres clientèles, des clientèles de groupes de seniors, mais aussi des clientèles de grands-parents qui veulent pratiquer des activités avec leurs petits-enfants. On a également une ouverture sur, on en a un peu parlé tout à l'heure, sur des clientèles du slow tourisme qui veulent utiliser le VAE plutôt comme un moyen de découverte du territoire, à la fois raisonner, prendre le temps, se ressourcer et pratiquer des activités. Et là, au final, le VAE est plus en fait comme un moyen de locomotion dans le séjour plutôt que l'activité en tant que telle. Et ensuite, on peut aussi, à travers la promotion du VAE, capter des nouvelles clientèles, des clientèles urbaines qui utilisent de moins en moins leurs véhicules individuels et qui cherchent des activités à faire avec des modes doux. Donc là aussi, en fait, le VAE nous permet vraiment de capter une clientèle assez large. Et comme on l'a vu ce matin avec les chiffres d'équipement des clientèles étrangères, cet outil qu'est le VAE et les activités qu'il offre nous permet vraiment de cibler ces clientèles qui viennent du Pays-Bas, d'Allemagne ou de Belgique, qui sont quand même des clientèles phares en termes de clientèle étrangère en Isère. David, en complément sur les séjours que vous proposez, on en parlait un peu aussi ce matin sur la notion de... Alors il y a le véhicule lui-même, il y a aussi le connexe, l'accessoire et autres. Est-ce que ça fait aussi partie aujourd'hui du kit nécessaire, plus peut-être encore parce que le VAE, voilà, on peut faire plus longue distance, on peut s'autoriser peut-être à aller rechercher des itinéraires et qu'il faut être mieux équipé, mieux accessoirisé quand on se déplace? Non, je dirais que ça reste, comme on le disait tout à l'heure, le VAE, ça reste un vélo. Et en termes d'équipement, on est sur quelque chose d'assez similaire à ce qui est attendu en termes d'équipement pour un vélo classique. Voilà, les principaux besoins, on en a parlé juste avant, c'est une prise électrique, multiprise à l'arrivée dans les hébergements. Donc c'est voilà. Un local sécurisé. Et après, en termes d'équipement, on est sur quelque chose de relativement basique. Et en termes de pédagogie, est-ce que votre message a un peu changé parce que vous avez élargi la base de celles et ceux qui peuvent pratiquer, peut-être parfois un peu loin, 40, 60, 100 km, plus même, s'ils ont un vélo bas, j'ai noté qu'ils pouvaient aller très très loin. Et donc, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même un peu les former, les informer? On parlait beaucoup d'éducation aussi ce matin. Ça a un peu surenchéri un peu votre besoin de dire, attendez, je vous explique quand même comment ça marche. Ouais, avant chaque réservation, on passe énormément de temps au téléphone. Chaque client, on a un contact téléphonique où on prend le temps justement de connaître les besoins, sa pratique, de manière à l'orienter au mieux. Et ça arrive de temps en temps de devoir changer le projet initial parce qu'on s'aperçoit que ça ne correspondra pas sur le terrain, quoi. Donc voilà, à partir du moment où on explique et on argumente, c'est compris facilement.
Agathe, est-ce qu'on a des retours? Est-ce que vous avez des retours au sein de Vélo et Territoire sur celles et ceux qui découvrant le VAE, par exemple avec Lionel ou à bicyclette, pour faire un gros jeu de mots? Est-ce que vous avez des retours de ces gens qui viendraient ensuite adeptes du vélo, VAE, ou à la limite revenir au vélo entre guillemets mécanique, musculaire? Entre la pratique touristique et la Tout pratique à fait, au quotidien. tout à fait. Est-ce que ça inocule le virus? En fait, on n'a pas vraiment de données très formelles là-dessus qui permettent d'objectiver le phénomène, mais je reviens sur ce que tu disais, Lionel. Nous, on parle souvent de la porosité des pratiques, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va utiliser le vélo au quotidien, il va peut-être vouloir l'utiliser également le week-end pour un but de loisir, mais aussi pendant les vacances. Et inversement, quand on teste le vélo dans les vacances et qu'on l'apprécie, on sera peut-être aussi plus tenté de l'utiliser au quotidien. Il y a eu des études, mais qui n'étaient pas nationales, donc on n'a pas forcément de données chiffrées qui nous permettent de réellement objectiver le lien de l'un à l'autre, mais c'est vrai que rien qu'en l'expliquant, on peut comprendre qu'il y ait ce phénomène d'aller-retour et que une pratique alimente une autre. Et je pense qu'effectivement, on a tout intérêt à défendre la pratique du vélo dans son ensemble et peut-être revenir aussi sur le sujet de la pratique du vélo dans la destination en tant qu'outil de mobilité dans une destination touristique. Il n'y a pas que aussi l'itinérance ou le fait d'aller faire une balade à vélo, il y a aussi comment permettre à des touristes de se déplacer, d'avoir une mobilité durable dans la destination, en situation de destination touristique. Et ça suppose d'avoir tout le système vélo adapté au territoire qui, du coup, servira autant les mobilités du quotidien que les mobilités touristiques. Je pense que c'est important vraiment d'avoir une vision globale des enjeux et du coup croiser à la fois les problématiques touristiques, les problématiques de mobilité, les problématiques d'attractivité, parce que notre but aussi, c'est de faire en sorte que les territoires dans lesquels on vit ou dans lesquels on passe des vacances soient agréables pour tout le monde, apaisés, et qu'on puisse tous s'y retrouver, quoi. Donc je pense que c'est important de ne pas opposer les visions, mais plutôt de les rendre compatibles et cohérentes. Alors moi j'ai une question d'ordre technique justement pour la simplification de l'usage du VAE qui rejoint un petit peu la notion de batterie. Il n'y a pas d'universalité aujourd'hui de batterie. Il faut avoir son système, son chargeur. Est-ce que, d'une, ça pourrait être intéressant un jour d'y venir, pourquoi pas? Et est-ce qu'entre l'itinérance longue durée, dont on sait très bien que dans la sacoche, il y a forcément le chargeur, puisque ça fait partie du kit, et peut-être celle ou celui qui va venir chez vous pour simplement aller faire une petite boucle, mais qui ne pense même pas forcément à charger son vélo, est-ce que l'appréhension est la même, le besoin d'usage du VAE est le même, et du coup, est-ce que ça pourrait justifier à un moment ou à un autre qu'on ait une sorte d'universalité du branchement de mon VAE? Non. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons. On l'a vu pour l'automobile, ça fait seulement 3 ans, je crois, il y a certaines normes ou catégories de normes pour les prises et que vous pouvez avoir plus ou moins la même borne si vous rechargez votre Renault ou une autre marque. Pour les téléphones, on voit les débats avec l'USB-C, c'est seulement maintenant, alors qu'on est à 99% des personnes qui ont des téléphones dans leur poche. Les vélos, on en est très loin des 99%. Donc ça, c'est l'Union européenne qui décide. Et derrière, en fait, il y a plein de choses très complexes parce que, par exemple, si vous prenez le système Bosch, on utilise le système CAN. Vous connaissez peut-être le système 4Bus, qui est le multiplexage qui est utilisé dans l'automobile, qu'on utilise aujourd'hui dans les vélos. Mais d'autres marques utilisent un autre système. Et en fait, il faudrait déjà que tous les systèmes soient les mêmes et soient compatibles avec ce niveau et cette prise de recharge. Et rien qu'à ce niveau-là, au niveau de constructeurs comme Bosch, il faudrait, on va dire, au moins 5 ans ou plus pour le mettre en place. Et cette normalisation aux normes pour le vélo à assistance électrique, je pense qu'avant les 10 ans, on ne le verra pas. Et si on le voit un jour, ce ne sera vraiment pas tout de suite. Donc, vous avez le temps d'investir. Et aujourd'hui, voilà, il y a soit des bornes de recharge qui existent par système, ou sinon il y a des systèmes, des bornes qui proposent plusieurs types de chargeurs. Mais aujourd'hui, ça reste une complexification qui limite fortement le déploiement des points de recharge, parce que si on aurait une seule prise, un seul chargeur, le business model serait beaucoup plus simple qu'il est aujourd'hui, quoi. David et Guillaume, dans un sens comme dans l'autre, par rapport à... Il doit partir peut-être dans 3 minutes, d'accord. Bon, alors Lionel d'abord et puis David après, du coup. Justement, cette notion comme ça d'embarquement, sur la longue itinérance, c'est pas vraiment un problème. J'allais dire tout le kit électrique qui gravite autour de l'outil vélo, ça fait partie du voyage. Oui, le chargeur fait partie du pack de l'itinérance, ça c'est très clair. Après,
je parlais tout à l'heure des bornes qui ont été installées par les coopératives Sherpa. L'idée, ça a été de proposer un service qui soit renforcé, on va dire, pour les propriétaires de systèmes Bosch. Donc, dans la borne, vous avez un chargeur rapide Bosch avec le cordon, donc vous pouvez arriver directement vous brancher. Et puis, la borne est aussi équipée d'une prise de 120 classique pour celui qui vient avec son propre chargeur, éventuellement équipé d'un autre système, et pouvoir se charger quand même. Donc, le multi-marque, on va dire, peut s'imaginer de manière un petit peu différente. Là aussi, c'est des questions d'information et d'éducation du cycliste. David, vous, ils n'ont pas besoin de recharger quand ils viennent chez vous, ils partent, ils vous le ramènent. On fournit donc avec le vélo le chargeur. Ils partent chaque journée avec le chargeur. Au cas où, mais normalement, avec les distances que l'on propose, comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas besoin de recharger en cours de journée, simplement le soir lorsqu'ils arrivent sur leur lieu d'hébergement. Très bien. On a bien sûr évoqué beaucoup de sujets, mais sans doute pas tous. Sans doute avez-vous peut-être des questions ou des observations à l'adresse de nos invités ici. Je vois les mains qui se lèvent, c'est parfait. Je vais vous passer peut-être, on va prendre ce petit micro, voilà. On fait comme d'habitude, je vous laisse juste vous présenter et nous formuler vos observations ou interrogations. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc moi, c'est Simon, je travaille pour une marque de vélo, on expose dehors, on fait un vélo un peu hybride. Ma question, c'est donc plus pour Guillaume. On a parlé aujourd'hui un peu de la course à l'autonomie des batteries. On a parlé aussi du fait que c'était le composant qu'on ne maîtrise pas, notamment en Europe actuellement. On parle de trajets qui font entre 15 en urbain, 40 en loisir, bien sûr plus dans certains domaines. Et j'ai l'impression que sur le marché, dans les constructeurs, on va toujours essayer de proposer plus. Et pour moi, ça commence un peu à ressembler à un SUV en ville parfois. Et ma question, c'est est-ce que donc forcément la demande en magasin, je sais qu'elle y est. Les gens sont totalement confrontés à ça. J'ai besoin d'un vélo. Quelle est l'autonomie du vélo ? Est-ce que je pourrais faire 100 km avec ? Alors, on sait très bien qu'ils ne vont pas le faire. Est-ce que ce n'est pas aux fabricants et aux constructeurs d'essayer justement d'éduquer un peu le consommateur en lui posant la question est-ce que tu vas vraiment faire ça ? Même si on sait que ça arrivera peut-être une fois. Mais voilà, vraiment poser les questions, aller plus loin dans le sens où on conçoit un produit pour une pratique et non pas pour que tout le monde ait à comparer l'autonomie de son vélo entre ses amis, etc. Et moi, c'est une question que je me pose et je ne sais pas si, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de vendre un vélo avec une énorme autonomie parce que ça peut des fois servir, mais par rapport à la pratique, c'est des fois une illusion et un peu dommage. On va remercier Lionel Terry qui est obligé de nous abandonner pour... voilà, il faut le saluer, il est obligé de nous laisser. Alors, je ne sais pas si c'est... Si, on peut répondre. La question est très bonne et la question de l'éducation est très juste parce que, comme on l'a dit avant, 75% de l'impact carbone, c'est la production de la batterie. Et si c'est juste pour faire 20 km par jour, on n'a pas besoin d'avoir une batterie énorme. Après, c'est vraiment une question d'éducation des personnes. Et c'est vrai qu'on prend toujours une batterie et les gens aiment bien rouler toute la semaine et recharger que le week-end. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors que finalement, on pourrait recharger tous les jours. Et les durées de vie des batteries aujourd'hui font que vous allez pouvoir utiliser votre batterie théoriquement plus de 10 ans si vous respectez bien les guides et les conseils qu'on fait. Combien de kilomètres on fait avec une batterie Les kilomètres, c'est difficile. Si vous faites des kilomètres, si vous faites le Galibier tous les jours ou si vous allez faire la Loire à vélo tous les jours, les kilométrages ne sera pas du tout le même. Mais on peut dire aujourd'hui, si vous respectez ce qu'on recommande en termes d'utilisation, après 500 cycles de recharge, vous allez perdre, on va dire, entre 20 et 30% maximum d'autonomie. Certains perdent beaucoup moins. Mais après, voilà, sur 500 cycles de charge, si vous faites par cycle de charge 100 km, vous êtes quand même à 50 000 km. 50 000 km, c'est, pour la partie cycle du vélo, c'est déjà une belle vie et c'est déjà très bien. Mais voilà, aujourd'hui, le système électrique est capable de supporter bien plus que la partie cycle peut le faire. Donc oui, pour l'éducation. Et aujourd'hui, les produits sont développés par rapport à la demande des consommateurs, des clients, des magasins qui font remonter ça aux marques de vélo et qui travaillent avec nous sur le développement des produits. Donc
comme quand vous consommez un produit qui vient de tel endroit ou de tel endroit, si vous consommez local, c'est la filière locale qui va se développer. Si vous consommez d'autres produits qui viennent de beaucoup plus loin, cette filière va continuer à se développer. Donc c'est vraiment une question d'éducation et à chacun de consommer correctement et de bien analyser le besoin qu'on a et d'acheter en conséquent. Et pas toujours acheter, comme on fait souvent avec le SUV, acheter qui peut le plus, peut le moins. C'est une démarche qui n'est pas toujours aujourd'hui très développement durable comme on essaie de le faire. Et tu as tout à fait raison pour ta question. Il faut parler le micro parce que sinon vous échappez complètement au débat. Oui, pardon. C'est ça. Ce que je voudrais pas, c'est que le monde du vélo ressemble au monde de l'automobile dans 3-4 ans. Et je pense qu'on a tout à y gagner, à essayer de. Ce qui pourrait être le cas sur les circulations, puisqu'on parle d'infrastructure, je pense, mais Agathe. En même temps, si la moitié des Français se mettent au VAE ou au vélo ou VAE, à un moment ou un autre, il y aura des bouchons. Hein ? Oui, après... on en est loin. En fait, l'avantage du vélo, c'est qu'il permet aussi de répartir les flux plus facilement. Donc, après, effectivement, on peut voir des phénomènes de bouchons. Je pense que c'est aussi une logique de bon aménagement, de bonne diffusion des flux qui peut être intéressant. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, on parle des assises du vélo assistance électrique. Il ne faut pas oublier le vélo musculaire aussi, qui est une vraie réponse et une vraie solution. Après, il ne faut pas oublier aussi que le vélo assistance électrique reste un vélo. On parlait tout à l'heure des avantages pour la santé. Les avantages pour la santé de la pratique du vélo assistance électrique sont énormes, au même titre que ceux pour le vélo. Donc, ne pas se suréquiper, rester raisonnable aussi dans la frugalité de l'outil en tant que tel. Et en même temps, c'est de façon indéniable, le vélo assistance électrique est un atout. Je pense par contre, il ne faut pas réduire la question des mobilités actives au VAE. C'est un cocktail, voilà, tout est une solution. On élargit la base des pratiquants ou des aspirants pratiquants. C'est pas pour autant que du coup on va apporter un bouleversement global, quoi. C'est ça. Par contre, développer des bandes de recharge dans les collèges, par exemple, ou à destination des très jeunes, je pense que ça, c'est vraiment des choses à proscrire. Faut avoir un raisonnement aussi adapté. Néanmoins, les jeunes sont parfois très attirés par l'évolution technologique, le côté ludique du VAE. Ça peut être un point de vigilance peut-être dans l'évolution du VAE. Utiliser un VAE quand on en a besoin. Il y a le Bluetooth maintenant sur le vélo en plus, non ? Il y a le Bluetooth, mais après, sur tous les nouveaux bâtiments qui sont construits, il y a obligation d'avoir électrification des parkings et des zones. Donc, malheureusement, la loi oblige, si vous créez un nouveau bâtiment ou tout le mettez aux normes, d'électrifier, d'être prêt à pouvoir accueillir des points de recharge, que ce soit automobile ou mobilité, pour les années à venir. Mais on pourra interdire les VAE sur les parcs à VAE lorsqu'ils sont dans les collèges ou les lycées. Je ne sais pas s'il faut aller dans une logique d'interdiction, mais en tout cas, stimuler et mettre en avant tout le vélo musculaire pour les publics les plus jeunes, je pense que c'est intéressant. En même temps, au niveau du budget, je ne suis pas certain que les lycéens aient beaucoup de... Mais c'est un autre débat. On va recevoir d'autres observations, questions. Je vous laisse, juste peut-être bien penser à vous présenter. Bonjour à tous, Damien Chabre, Rhône à vélo. Alors, je vais faire un peu mon vieux con. Mon vieux. J'étais ici, je crois, en 2008 sur quelque chose qui parlait déjà de la mobilité du VAE avec Bernard Soulages et la région et le département et le tourisme à vélo. Donc, si vous voulez, voilà, ça fait 18 ans maintenant que je suis dans le vélo assistance électrique. Je suis originaire de Mélan, donc pas très loin. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont vraies. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne prennent pas suffisamment en exemple nos voisins. Sur la question de la batterie, sur la question d'une connectique unique, certains constructeurs aujourd'hui utilisent une connectique qui s'appelle Rosenberger, que vous connaissez pour certains. En Allemagne, il existe une association qui prône depuis 2005 le fait d'avoir une connectique unique. Donc, sur cette question-là, j'aime beaucoup l'industrie quand elle dit « c'est une obligation qui nous sera donnée par l'Union européenne ». En gros, on se fait fort de ne pas communiquer et de ne pas travailler ensemble vers une unification de la connectique et on attendra d'être contraint pour le faire. C'est ça que vous nous dites. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question de cette connectique unique, certains constructeurs y sont déjà allés. À l'exemple de Flyer. Alors Flyer n'est pas très connu en France. Ce sont nos voisins suisses. L'exemple suisse est particulièrement intéressant parce que la Suisse, c'est la région Rhône-Alpes en termes de surface. Quand j'ai commencé en 2005, le marché suisse,
C'était l'équivalent du marché français en termes de VAE. À cette époque-là, Flyer avait un programme qui s'appelait Flyerland. Flyerland, c'était pas moins de 200 points de location, des hôtels qui accueillaient les vélos assistance électrique, qui proposaient de la recharge, la compagnie ferroviaire suisse qui a accepté de rapatrier les vélos, toute une infrastructure à 150 km d'ici. On parle de 2005, 2008 au plus. On manque cruellement d'avoir un regard pertinent sur ce que font nos voisins. Je me félicite de cette journée. Vraiment. Simplement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement... ça tarde un peu trop, quoi. Il faudrait accélérer. Ne soyons pas franco-français. Soyons ouverts, effectivement, sur ce que font nos voisins. On est tous allés au Eurobike dans la profession. On a tous vu le lac de Constance depuis 20 ans. Allez, non, je suis méchant. 15. Vous allez au lac de Constance, des vélos électriques, il y en a pléthore. Du tourisme autour du lac, il y en a pléthore. Donc, on a tout le temps eu les exemples sous les yeux, et pourtant, on tarde. Moi, je faisais des démonstrations de VTT électrique en 2008 dans le Vercors, on me riait au nez. Alors justement, comme les choses ont changé... Alors, pardon, parce que... Non, mais voilà, donc pour dire, et sur la question de la batterie en particulier, la remarque de monsieur, puisque je suis revendeur et que quotidiennement je suis confronté aux clients, j'aurais cette remarque. On peut espérer effectivement que le monde du vélo ne devienne pas celui de la voiture. Pour autant, si vous voulez, il y a quand même tout un marketing qui est construit autour qui poussera le consommateur à consommer toujours un peu plus et pas forcément toujours un peu moins. Pour autant, avoir une batterie 750 Wh aujourd'hui sur un VTT tout suspendu et en exploitation de station, tout le monde sera content parce que vous ferez 50 km. À la question combien on fait de kilomètres avec une batterie, en moyenne, vous pouvez estimer faire 15 à 20 km au 100 Wh, au mieux 25 sur un usage touristique. Sur un VTT, cette même batterie, ces mêmes 100 Wh vont vous permettre de faire entre 8 et 12 km au mieux dans un usage sportif. Donc il faut bien voir que les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des usages. Je parlerai même pas de la vélo logistique et du vélo cargo. J'aimerais juste, si vous voulez bien, quand même que Guillaume peut-être porte au moins un élément de réponse par rapport à... En fait, vous magouillez entre fabricants. Non, mais, très sérieusement, la question de l'universalité de la recharge, elle n'est pas infondée. C'est vrai, quelque part, on sait... Mais on sent quand même qu'il y a une difficulté, en fait, quoi, de s'entendre entre constructeurs, ou c'est parce que c'est compliqué à se mettre d'accord? C'est difficile de se mettre d'accord parce qu'il faut faire des efforts pour avoir le même système de base, le même dialogue. Et il a raison, aujourd'hui, nous, on investit chez Bosch, on a 3 personnes qui sont uniquement sur cette partie dialogue avec l'Union européenne, sur les différents points qu'on travaille avec l'Union Sport et Cycle, avec le CONEBI, sur la réglementation, tout ce qu'on a vu, l'anti-dumping. On a 3 personnes qui sont à temps plein là-dessus pour que justement on ait des normes, on ait quelque chose qui se structure, que la limite des 25 km/h soit bien respectée, qu'on ait et la partie recharge uniformité, on milite dessus, mais aujourd'hui, si les principaux fabricants n'arrivent pas à se mettre d'accord et l'Union européenne ne dit pas c'est comme ça, malheureusement, on n'arrive pas à avancer, quoi. Et aujourd'hui, nous, on a la force de vendre une très grosse partie des systèmes sur le marché, mais malheureusement, on n'est pas au point de pouvoir imposer notre système aux autres. Et après, c'est un dialogue qui doit se faire entre tous. Et c'est comme à la maison, si les enfants n'arrivent pas à se mettre d'accord autour de la table, c'est les parents qui doivent dire c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut mettre des règles en place. Et aujourd'hui, les règles, c'est aussi bien, on l'a vu pour l'automobile, personne ne l'a respecté. Pour le téléphonie, très peu le respectent. Et aujourd'hui, si ça ne vient pas de l'Union européenne, on n'aura jamais quelque chose qui sera à 100%. Et je suis d'accord avec ton point, tu as raison. Il y a plein de solutions techniques qui existent et c'est réalisable. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, si ça ne vient pas tout en haut, tous les acteurs qui viennent aussi bien d'Asie ou autres, chez Bosch, on est les seuls à faire nos systèmes aussi entièrement en Europe, que ce soit batterie, moteur et autres. Le reste vient essentiellement d'Asie, mais si on ne se met pas d'accord au niveau européen, tous ceux qui importent, voilà. Pour eux, c'est pas leur premier problème, la partie standard. Juste un tout petit point pour évoquer. Je vais pas monopoliser, mais pour donner un exemple, dans le monde de la moto, il y a à peu près 1 mois et demi, on a 4 constructeurs qui se sont mis d'accord par eux-mêmes pour avoir une plateforme électrique unique pour leurs scooters.
c'est Yamaha, c'est Piaggio, c'est Honda, c'est autres. C'était très intéressant de voir qu'il n'y avait aucun Français dans cette pratique de la moto. Mais la moto a su le faire. Donc on peut espérer qu'un jour le vélo sache le faire. J'entends que vous avez le système CAN et que ça imposerait aux autres d'utiliser le système CAN, ce qui vous appartient et ce qui leur serait d'office payant. Mais qui est ouvert. Hein. On pourrait l'ouvrir, on pourrait décider de l'ouvrir ou de faire des choses. Bref, on pourrait trouver des accords, mais aujourd'hui, c'est un réel problème en termes de... Alors là, Oui. c'est un peu technique. Ça pourrait peut-être servir à nos touristes, effectivement, donc du coup, s'ils ont juste une petite prisounette à mettre. Alors, Julien Rebuffet, là, des moniteurs cyclistes français. Moi, c'est plus un complément d'information que je voulais partager par rapport aux chiffres que tu as annoncé, Agathe, sur le fait qu'on était deuxième au niveau du tourisme à vélo. J'ai un scoop, on est premier. Voilà. On est largement premier, loin devant l'Allemagne. Donc, quand on est devant l'Allemagne, il faut quand même pouvoir le dire. Hein, c'est pas souvent non plus. Et Chiffre 2021, alors. Non, je m'explique. En fait, quand on parle de tourisme à vélo en France, on parle uniquement des véloroutes et voies vertes. Et donc, en focalisant là-dessus, on ignore tout un pan de l'économie qui est générée par le vélo, notamment dans nos montagnes. Je pense à l'économie générée par le VTT dans les stations, par les loueurs, par nous les moniteurs, par toute l'offre cyclo aussi, les grands cols. C'est des milliers et des milliers, peut-être même des millions d'étrangers qui viennent en France pour faire ces grands cols, ces routes qu'on voit sur le Tour de France, vivre cette aventure-là, qui consomment en plus du relais château, plutôt de la consommation haut de gamme. On a aussi toute l'offre des sites VTT FFC, qui est partout en France et qui draine du tourisme. Et j'en passe. Et donc, si on devait additionner tout ça, alors là, c'est du doigt mouillé, évidemment, mais j'ai pas peur de le dire, on doublerait à minima les 2 milliards de retombées économiques générées par les véloroutes et voies vertes. Et donc, c'est aussi un appel que je fais aussi à la filière. Il faudrait peut-être aussi, à un moment ou l'autre, alors moi, je ne le fais pas depuis 2008 comme monsieur, mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Il serait peut-être temps qu'on ait un chef de file, comme le fait de manière remarquable le Vélo et Territoire, un chef de file qui s'occupe aussi d'observer, qu'on a un observatoire du vélo, du tourisme du vélo en montagne ou du tourisme en vélo en France, mais quand je dis en France, et qui prendra en compte toutes les composantes du vélo. Et j'en profite pour dire qu'en plus, on a un très bon exemple, puisque le travail que vous avez fait pour structurer la filière vélo-route et voies vertes, c'était il y a une quinzaine d'années à peu près, entre 15 et 20 ans. On était là, j'étais là au début, donc j'ai vu partir la chose de 0 euros de valeur ajoutée aux 2 milliards d'euros. Et comment ils ont réussi? Alors effectivement par les infrastructures, mais surtout, pour moi en tout cas c'est mon analyse, grâce à la data. C'est-à-dire que dès le début, ils ont mis en place de l'observation, ce qui permettait de voir les progrès, ce qui permettait de voir que ça marchait. Et on sait que si on veut convaincre les décideurs, les financeurs, le doigt mouillé que j'ai, ça ne suffit pas, quoi. Il va falloir des chiffres béton, et des chiffres et des évolutions. Et ça manque cruellement. Et du coup, on arrive à ce qui était là hier, vous avez pu le voir, quand on parle de la diversification de l'économie en montagne, on parle de tyrolienne, de l'UGDT, ce qui est très bien et rentable au demeurant. Mais c'est une vaste blague, quoi. On a besoin de le vélo, peut-être cette locomotive. On m'a coupé ou pas? Ouais. Non, peut-être cette locomotive. Et doit être cette locomotive. Voilà. Et si on me coupe, j'arrête. Mais voilà, c'était un complément d'information. Il y a une dernière petite question, et puis Agathe peut-être. Ouais, je veux bien réagir. Il y a une question au premier rang. Le fait que la France soit deuxième destination mondiale du tourisme à vélo, c'est des chiffres qui proviennent d'une étude de 2012 commentée par le Parlement européen. C'était hier. Effectivement, clairement, il y a besoin de mise à jour. Et nous, on réfléchit beaucoup à la question de l'observation du tourisme à vélo au niveau national. Et j'ai pas manqué de rappeler que les chiffres qu'on utilise, ils sont partiels, ils sont pas exhaustifs. On a besoin de mieux y travailler. Après, toi, tu participes à France Vélo Tourisme aussi, tu vois la dynamique et tu vois aussi le besoin de ne pas se cloisonner non plus entre tourisme sportif et tourisme sur les véloroutes. Je pense qu'il y a aussi la logique de pouvoir ouvrir les choses et bien sûr davantage valoriser aussi les chiffres du tourisme à vélo en montagne parce qu'on sait que c'est important. Allez, une dernière question, parce qu'après il faudra qu'on... Merci. Non, ce n'est pas une question, c'est une précision que je voudrais apporter par rapport à la question sur les connectiques. Je voulais juste vous présenter. Oui, pardon, je suis Olivier Mouchepeuf de l'Union Sport et Cycle. Je voulais rebondir et appuyer un peu ce que disait Guillaume sur les prises des batteries, puisqu'en fait le problème il n'est pas vraiment sur l'uniformité de ces prises. Il faut savoir que le chargeur de la batterie est tout aussi important que la batterie elle-même. Donc dans les normes européennes, que ce soit électrique ou vélo électrique, le chargeur a tout autant d'importance que la batterie.
Et en fait, donc la question de la prise n'intervient pas beaucoup en réalité. C'est pour ça qu'on vous vend un chargeur avec une batterie. Sinon, les vélos seraient vendus sans chargeur, si c'était si simple de les charger et si sûr. Mais pour des raisons de sécurité, on vous vend un chargeur spécifique à la batterie. Donc le fait d'avoir une seule connectique, finalement, n'est pas un vrai sujet pour le moment. C'est sûr que si on y arrive dans 10 ans, c'est très bien. Aux 20e assises, aux 20e mais assises, dans l'immédiat, c'est pas la priorité. Voilà, c'est tout. Merci. On a le temps. Très bien. Écoutez, merci à chacun d'entre vous. En tout cas, je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont mis l'enjeu. On n'aura sans doute pas tout dit, pas assez dit de l'étendue très vaste de ce sujet, mais en tout cas, voilà, nous avons pu ensemble déjà apporter une lecture particulièrement intéressante et transversale sur le tourisme et cette dimension de sésame ou non. En tout cas, on a bien compris que la base s'élargit, que les pratiquants sont plus cosmopolites dans leur approche du VAE.